Quand on regarde la concentration en fait, du patrimoine, c'est assez impressionnant. Les 10% les plus riches détiennent 50% du patrimoine français, c'est-à-dire 50% de l'immobilier et de ce qu'il y a dans les comptes. Le 1% les plus riches, d'accord, détiennent 25% du patrimoine. Qu'est-ce qu'on veut être dans une société de rentiers qui crée des dynasties, un petit peu comme dans l'Ancien Régime, ou est-ce qu'on se dit à un moment que voilà, on ne peut pas vivre dans cette société-là, il faut que chacun ait sa chance. Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel Instant Porcher. Comme chaque semaine, on va avoir des choses à dire, analyser et décrypter car nous sommes dans la ligne droite vers l'élection présidentielle et tant de discours gravitent autour de nous. Notre meilleure arme est de les connaître et de les comprendre. Au programme aujourd'hui, on revient sur l'héritage et l'impôt sur les successions. Pourquoi tant d'impopularité chez les classes moyennes et populaires? Que proposent les candidats à l'élection présidentielle? On parlera aussi du programme des extrêmes droites et en quoi elles ne sont pas les alliés des moins riches, malgré ce qu'elles disent. Et enfin, ça y est, le programme d'Anne Hidalgo a été dévoilé jeudi dernier. On analysera tout ça avec Thomas, c'est l'Instant Porcher. Aujourd'hui, on revient sur l'impôt sur les héritages qui s'est de nouveau inscrit dans l'actualité et souvent timidement abordé par ceux qui veulent l'augmenter de par son impopularité, même chez les plus pauvres, contrairement à l'impôt sur la fortune, par exemple. Du côté des économistes, le Conseil d'analyse économique, qui conseille Matignon, ne cesse de réclamer un renforcement des droits de succession. Alors, serait-ce un manque d'information, constate le Conseil? Il rappelle que seulement 10 à 25% des successions seraient soumises à des droits. Qu'en est-il des propositions des candidats à l'élection présidentielle? La droite de Valérie Pécresse plaide pour l'allègement et l'autorisation de dons défiscalisés de 100 000 € maximum par les parents et grands-parents tous les 6 ans, quand aujourd'hui c'est par les parents et tous les 15 ans. Même tangente, du côté de l'extrême droite, Marine Le Pen veut également baisser l'autorisation du don défiscalisé à 10 ans pour sa part et veut exonérer les biens jusqu'à 300 000 €. Quant à Éric Zemmour, il propose de défiscaliser les dons jusqu'à 200 000 € tous les 10 ans pour les parents et grands-parents. À gauche maintenant, du côté de ELV et Yannick Jadot, on y trouve un certain mutisme alimenté par une timidité quant à l'impopularité de cet impôt, comme nous le disions. Côté PS, Anne Hidalgo propose d'abaisser la fiscalité pour 95% des Français et de l'augmenter sur les très hauts patrimoines supérieurs à 2 millions d'euros. Jean-Luc Mélenchon, lui, prend le virage. Il propose de mettre en place un héritage maximum à 12 millions d'euros. Au-delà, on prend tout, dit-il. Cela concerne 0,01% de la population. Du côté d'Emmanuel Macron, le président de la République avait refusé d'inclure un renforcement des droits de succession dans son programme en 2017, malgré la demande des économistes qu'il conseillait. Christophe Castaner, à la tête d'En Marche, avait tenté de remettre l'idée sur la table en 2018, en vain. Mutisme du côté du chef de l'État aussi depuis. Le Conseil d'analyse économique constate notamment le retour d'une société d'héritiers qui porte en lui le risque d'un dérèglement profond de l'égalité des chances. Thomas, est-ce que tu peux nous expliquer ces grandes lignes des programmes des candidats en matière de droits de succession? Alors là, comme tu nous l'as décrit, on voit qu'il y a 3 blocs. Il y a un premier bloc qui veut vraiment baisser la fiscalité sur les successions. C'est le bloc extrême droite et droite Valérie Pécresse. Il y a un bloc un petit peu qui n'arrive pas à se prononcer. C'est le bloc de Macron, alors que Macron avait dit en fait qu'il fallait taxer la rente et pas la prise de risque, d'où sa réforme de l'ISF, mais il ne s'est jamais attaqué aux droits de succession, alors que la plupart des économistes du CAE sont des économistes qui ont plus ou moins soutenu Macron, donc ce n'est pas des économistes qu'on va dire hétérodoxes, c'est plutôt le temple de l'orthodoxie. Et eux-mêmes disent qu'il faut ouvrir ce volet-là. Vous avez Yannick Jadot qui propose l'ISF vert, donc qui dit qu'il ne s'attaque pas à la succession, mais il s'attaque quand même au patrimoine, parce que l'ISF, c'est ce que rapporterait le haut patrimoine année après année, avant la succession. C'est le cas aussi d'Hidalgo. Et puis vous avez de l'autre côté Mélenchon, qui est le seul, on va dire, à gauche, à proposer, au-delà de 12 millions, de prendre 100% au moment de la succession. Donc il y a 3 blocs qui se dessinent, et je pense que c'est dû au fait que cet impôt, globalement, est assez impopulaire, quelle que soit la classe sociale. Et justement, tu nous dis pourquoi cet impôt il est impopulaire, y compris chez les personnes les plus modestes en fait. Mais oui, c'est ça qui est assez étonnant, c'est que vous avez en fait 76% des gens qui jugent cet impôt injuste. 76% des gens. Alors pourquoi? Moi je pense qu'il y a des ressorts purement psychologiques en fait. La plupart des gens, qu'ils soient pauvres ou qu'ils soient riches, font tout pour leurs enfants, y compris même les plus pauvres. On voit beaucoup dans des quartiers populaires des gens qui essayent de mettre soit leurs enfants dans le privé, qui veulent habiller bien leurs enfants, qui veulent les envoyer en vacances, qui vont parfois leur payer des cours particuliers et se saigner pour ça. Et donc quand on vous dit, voilà,
quel que soit le patrimoine que tu accumules, même si dans les faits tu ne vas rien laisser, quel que soit le patrimoine que tu accumules, tu te dis, bon, il est normal que ce travail que j'ai fourni, je le donne à mon enfant. Et tout ça a été complété par l'individualisme qui a été exacerbé et mis en avant, la perte d'un sens commun qui aujourd'hui fait que les solidarités, en fait, elles se concentrent aujourd'hui sur le noyau familial de plus en plus. Donc les gens se disent, ça va quoi, je ne vais pas bosser, c'est ça la psychologie, je ne vais pas bosser même si j'ai un petit patrimoine pour laisser un appartement à mes enfants et pour que cet appartement soit en plus taxé. J'ai travaillé pour eux, pas pour la collectivité. Voilà, donc c'est à peu près ça, je pense, le ressenti psychologique, mais qui, dans les faits et dans les chiffres, hein, n'est absolument pas justifié. Mais justement, pourquoi il n'est pas justifié? Mais il n'est pas justifié parce que quand on regarde les statistiques globales, vous regardez la population, vous avez un tiers des Français qui ne laissent rien à leurs enfants, parce qu'ils n'ont pas les moyens, rien du tout. Vous avez un autre tiers qui laissent des clopinettes, c'est-à-dire moins de 8 500 €. Donc vous avez 2 tiers de la population qui laissent rien ou des clopinettes à leurs enfants. Et là, vous avez un tiers qui laisse un patrimoine conséquent, avec des différentiels énormes, des inégalités énormes. Je veux dire, on ne peut pas comparer un appartement, un 2 pièces, un 3 pièces qu'on laisserait à ses enfants, qui serait déjà un pécule, avec des gens qui laissent des fortunes. Quand on regarde la concentration en fait, du patrimoine, c'est assez impressionnant. Les 10% les plus riches détiennent 50% du patrimoine français, c'est-à-dire 50% de l'immobilier et de ce qu'il y a dans les comptes. Le 1% les plus riches, d'accord, détiennent 25% du patrimoine. Donc il y a une grosse partie de la population, et ce patrimoine, je tiens à le dire, se concentre d'année en année, grandit et se concentre aux mains d'un petit nombre d'individus d'année en année. C'est-à-dire qu'on a eu une période où ce patrimoine était un peu moins concentré, il y avait toujours des riches, mais un peu moins concentré. À partir des années 80, avec la baisse de fiscalité sur les hauts revenus, etc., la réforme de l'ISF de Macron, ce patrimoine se concentre de plus en plus dans les mains d'un petit nombre de familles. Est-ce que c'est justifié d'être contre la fiscalité sur les successions quand vous avez 2 tiers de la population qui ne possède quasiment rien? Les 50% les plus pauvres n'ont rien du tout, voyez, et ils sont quand même opposés à cet impôt-là. Et l'autre question qu'il faut se poser, c'est, surtout quand on vante le mérite, dans une société où on vante le mérite, l'économie libérale, c'est, est-ce que c'est normal d'avoir aujourd'hui une économie qui tienne sur la rente? Vous avez plus en fait une méritocratie, parce que cet argent qui tombe du ciel, c'est pas un argent qui vient du travail, c'est un argent qui est là depuis des dizaines d'années, qui a été placé en bourse, qui fait des petits, qui dépend de la hausse des prix de l'immobilier, mais qui ne dépend pas finalement du travail, qui dépend d'une rente. Donc est-ce qu'on veut être dans une société de rentiers qui crée des dynasties, un petit peu comme dans l'Ancien Régime, ou est-ce qu'on se dit à un moment que voilà, on ne peut pas vivre dans cette société-là, il faut que chacun ait sa chance, voyez. Et surtout que tout ce qui est autour de cette société est créé pour mentir, même le mérite. C'est-à-dire qu'à part peut-être dans certains sports où il y a une vraie compétition, là, et encore qu'il y a des sports où on a besoin d'un capital pour le faire, l'équitation, etc. Mais dans un certain nombre de sports, il y a une vraie compétition. Mais dans les diplômes de grandes écoles, il y a une fausse méritocratie, en fait, qui est cachée. Derrière, c'est vraiment le patrimoine, le capital qui permet d'avoir accès à ces diplômes-là, via des cours particuliers, via des épreuves qui sont faites sur mesure pour les gens qui ont pu voyager, avoir des cours d'anglais, et ainsi de suite. Et on vous dit non, c'est la méritocratie. Ce n'est pas la méritocratie, c'est une méritocratie biaisée. Donc toute la société, en fait, nous vante quelque part cette méritocratie qui viendrait du travail, qui viendrait de la réussite des diplômes, alors qu'elle est biaisée au départ par un capital détenu par une petite partie de la population. Donc ce sujet des droits de succession est un sujet qui doit être posé. Vous savez, aux États-Unis, quand vous avez des milliardaires qui ne veulent pas que leurs enfants héritent, qui vont leur donner 1 million d'euros, mais quand vous avez des milliards et qu'on vous donne 1 million d'euros, vous voyez, chez nous, les héritiers, parfois, ils s'attaquent en procès avec leurs parents. On se souvient du cas L'Oréal, quand il s'agit de petites parties de fortune et qu'ils ont hérité de la majorité. Aux États-Unis, vous avez des Warren Buffett, d'autres qui vont laisser une petite partie à leurs enfants. Pourquoi? C'est quoi le ressort psychologique qui fait qu'ils vont laisser une petite partie, 1 million d'euros, alors qu'ils sont milliardaires? Ils se disent, mon fils, il a tout eu pour réussir. Il a fait les meilleures écoles, il a eu le capital culturel, social, je lui laisse un petit capital financier pour débuter dans la vie, qui n'est pas rien, hein. Tout le monde n'a pas 1 million d'euros, mais il faut aussi qu'il se confronte au marché à un moment. C'est-à-dire, s'il a tout eu et qu'il n'arrive à rien faire de sa vie, c'est qu'il est mauvais. Voilà, point barre. Et à un moment, quand tu as tout eu, tu peux affronter le marché. Mais chez nous, on en est très loin, nous, de ça. Nous, on part du principe, en fait, qu'il y a une société de rentiers qui hérite et on raconte une histoire, vous voyez, on raconte une histoire autour de ça pour dire qu'en fait, ils le méritent, sont des super investisseurs, ils ont bien travaillé, etc., etc., alors que ce sont des rentiers, c'est tout. Et donc, nous, on est vraiment dans l'entre-deux. Autant aux États-Unis,
ce discours a fait quand même son chemin via des milliardaires qui ne veulent pas laisser leur héritage et qui préfèrent en faire autre chose. Chez nous, on est en train de cacher et de mentir. Et pour moi, cette histoire de mérite individuel, de ceux qui travaillent, qui ont créé leur fortune par leur travail, est quelque chose en fait qui doit être accepté. C'est pour moi, en réalité, une forme de domination un peu sournoise pour expliquer que ceux qui ratent, c'est de leur faute et ceux qui ont de l'argent, c'est grâce à eux. Alors qu'en réalité, c'est faux. On est dans une société de rentiers et il faut le dire. On peut le voir à travers le sujet de l'héritage. L'extrême droite ne propose pas forcément des mesures pour les classes moyennes et prolétaires, malgré des discours qui se veulent les défendre. Aujourd'hui, on va aller derrière ces discours, justement, et détricoter leur programme économique. Thomas, quelles sont donc les propositions économiques de Marine Le Pen et Éric Zemmour? On est sur un ensemble très libéral mainstream. Alors, Zemmour, on voit, il y a une grosse baisse de la fiscalité, baisse de fiscalité sur les entreprises, baisse des impôts de production, baisse des charges patronales. Et vous avez de l'autre côté une augmentation du budget de la défense, vous voyez, qu'on va financer avec la fraude sociale et avec l'arrêt des aides sociales aux étrangers. Voilà, c'est à peu près ça. Il n'y a rien de révolutionnaire. Lui-même reconnaît que son combat, il n'est pas économique, mais il est plutôt ailleurs. Et Marine Le Pen, c'est un peu pareil. Marine Le Pen, elle avait un programme beaucoup plus révolutionnaire en 2017, sortie de l'euro. Donc il y avait un affrontement avec la Commission européenne. Et aujourd'hui, elle a abandonné ce programme. Elle dit qu'il faut rembourser la dette. Ce qu'elle garde encore, on va dire, de favorable aux classes populaires, c'est la retraite à 60 ans. Mais le reste, on est sur des programmes de baisse de fiscalité à droite et à gauche. Alors parfois, on va vers un petit coup de volant à gauche en disant on va baisser les taxes sur l'essence. Voilà, ça va plaire aux personnes utilisant leur voiture et vivant en province principalement, parce qu'en province, on est plus dépendant de la voiture qu'à Paris. Donc voilà, mais on est sur un programme finalement sur l'économie qui est très libéral, qui est une baisse de fiscalité que l'on juge en fait par l'arrêt notamment de l'aide sociale aux étrangers. En fait, on se rend bien compte qu'on est dans un schéma où on veut finalement rassurer le patronat en disant économiquement maintenant on vous rassure, ce ne sera plus le grand soir à la sortie de l'euro et tout, surtout que Marine Le Pen, on s'en souvient au deuxième tour, s'est emmêlée sur la façon de sortir l'euro, on a vu qu'elle était incompétente en fait. Donc maintenant on reste mainstream, on n'embête plus les gens, et puis on reporte en fait le reste sur l'immigration qui doit être un ennemi désigné pour que les classes populaires puissent se dire ma situation est mauvaise, mon salaire est mauvais à cause de l'immigration. Donc on refait du Salvini. En se rendant compte que voilà, Salvini, pareil, on allait voir ce qu'on allait voir, il allait tabasser l'Europe, etc. Et puis dès qu'il était au pouvoir, il n'a rien fait, donc il s'en est pris à l'immigration. Voilà, en faisant des opérations où on refusait des migrants, on mettait en prison des directrices d'ONG, et ainsi de suite. Pour les classes populaires, la réalité, c'est que la situation risque pas de s'améliorer. Comme je l'ai dit, les taux de chômage ne sont pas dus à l'immigration. Le service public, la suppression des lits, le fait qu'il n'y ait plus de service public en province, ce n'est pas dû non plus à l'immigration. Donc la réalité, c'est qu'en fait, c'est de la stratégie purement politique pour ne pas froisser le patronat et faire cette alliance que l'extrême droite a toujours fait entre patronat et classe populaire. Les classes populaires, on leur offre un ennemi choisi qui est l'immigration, et le patronat, on ne le froisse surtout pas. Justement, tu as commencé à le faire, mais est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ces programmes, ils n'améliorent pas en fait la condition et le quotidien des classes moyennes et populaires, bien que leur stratégie à l'extrême droite, ce soit de les séduire? Parce qu'ils sont basés sur un mensonge. Déjà, ils sont basés sur le mensonge que l'immigré viendrait voler l'emploi du français. Ce qui est parfaitement faux. Vraiment, il faut rappeler aujourd'hui qu'il y a 1 emploi sur 5 qui est interdit aux immigrés, qu'on ne peut pas être fonctionnaire quand on est immigré déjà. Sauf en cas de pénurie. Là, en cas de pénurie, on veut bien. Qu'il y a tout un tas de professions réglementées, les professions libérales, voilà, très réglementées, et les immigrés ne peuvent pas y aller. Il faut aussi rappeler que les aides sociales, il y a un certain nombre de conditions qui font que les immigrés ne peuvent pas les avoir. Le RSA, il faut être depuis 5 ans en France. Le minimum vieillesse depuis 10 ans en France, vous voyez. Donc, on ne les a pas tout de suite quand on arrive. Puis, il y a un certain nombre de règles, notamment mises en place par Pasqua, qui dit qu'il faut avoir des papiers français pour bénéficier d'un certain nombre de prestations, des papiers en règle pour bénéficier d'un certain nombre de prestations sociales. Donc la réalité, en fait, c'est que le modèle social a été cassé ces dernières années, pas à cause des immigrés, mais à cause d'une politique choisie, voulue, austéritaire. C'est Hollande qui a baissé les dotations aux collectivités locales comme on ne l'avait jamais fait depuis la Seconde Guerre mondiale, et qui fait que dans des villes pauvres aujourd'hui qui ont des dotations de l'État divisées par 2. C'est Hollande qui a fait ça. Et ce n'est pas l'immigration, c'est Hollande qui a fait ça. Et Macron a continué à faire ça. Les lois travail, c'est Hollande et Macron qui les ont passées. D'accord ? Les économies sur l'hôpital depuis 20 ans, c'est les différents gouvernements qui sont encore aujourd'hui en place à différents postes qui les ont passées. Ce n'est pas dû à l'immigration. Le 1 million de chômeurs entre 2008 et 2018, c'est la crise financière. Donc il faut arrêter, parce que dans la réalité, il faut que les gens soient conscients de ça.
les immigrés prennent des emplois que les Français ne veulent plus. C'est le cas partout, c'est le cas aussi aux États-Unis, c'était le cas au Royaume-Uni. Vous savez, au Royaume-Uni, ils ont eu des pénuries de carburant, des pénuries dans les magasins. Pourquoi? Parce que la main-d'œuvre qui livrait en fait le carburant, les chauffeurs routiers, ou qui livraient les produits dans les magasins, était une main-d'œuvre majoritairement étrangère, et ils n'avaient plus accès à cette main-d'œuvre parce qu'ils avaient mis des barrières un peu plus fortes à l'entrée. Vous voyez, chez nous, il y a eu une grosse pénurie d'aide de main-d'œuvre agricole au moment du premier confinement, avec l'État qui appelait à tout le monde à aller. Voilà. Pourquoi? Parce que ce sont majoritairement des immigrés qui font ça. Donc la réalité, c'est ça, c'est que ce qui fait baisser les salaires aujourd'hui, ce qui fait que les entreprises se délocalisent, c'est la concurrence internationale, c'est la mondialisation qui se passe y compris en Europe, que ni Zemmour ni Le Pen veulent remettre en cause. Quand les immigrés viennent en France, ils ne prennent pas les emplois, ils prennent des emplois que les autres ne veulent pas. Donc il faut avoir à un moment un discours de vérité là-dessus et s'attaquer aux vrais problèmes. Mais comme c'est très difficile de s'attaquer aux vrais problèmes, aujourd'hui la politique c'est de désigner un ennemi. Et l'ennemi, chez l'extrême droite, c'est les étrangers. Voilà. Ça y est, on le connaît, le programme d'Anne Hidalgo pour l'élection présidentielle dévoilé jeudi dernier, la candidate du Parti socialiste qui proposait une union de la gauche il y a quelques semaines, mais qui revient un peu sur ses pas, présente un projet en 3 priorités, salaire, écologie, démocratie. Parmi les 70 propositions, quelques historiques du Parti socialiste, quelques idées communes avec Jean-Luc Mélenchon ou encore Yannick Jadot. Un SMIC en augmentation nette de 200 €, c'est 50 € de plus que ces candidats de gauche, hors extrême gauche. Serait non déductible de l'impôt sur les sociétés les rémunérations qui sont 20 fois supérieures au plus petit salaire d'une entreprise, ou encore par exemple l'abrogation de la réforme de l'assurance chômage et le maintien de l'âge légal du départ à la retraite à 62 ans. Le numéro 2 du gouvernement serait un ou une ministre du climat, de la biodiversité et de l'économie. Une autre proposition, la surtaxation des placements liés aux énergies fossiles et l'instauration d'un ISF climatique. Et côté démocratie, référendum d'initiative citoyenne, reconnaissance du vote blanc et droit de vote à 16 ans, sans oublier un renforcement de l'éducation, de la santé et du logement. Thomas, déjà, est-ce qu'en termes de timing, tu trouves que c'était le bon moment choisi? Et je ne comprends pas en fait ce timing. En fait, on est dans une journée de mobilisation massive des enseignants et du périscolaire. Parce qu'il faut rappeler quand même que les enseignants là, sont en première ligne face à la crise sanitaire, que les protocoles changent tout le temps, qu'ils sont épuisés. Enfin, n'importe quelle personne qui a un enfant et qui l'amène à l'école se rend compte que voilà, chacun essaie de faire de son mieux, avec des directives qui sont complètement incompréhensibles et que le personnel est fatigué. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a cette journée de mobilisation, avec quand même une candidate qui voulait faire des enseignants, enfin qui voulait doubler le salaire des enseignants, même si elle est revenue dessus, mais qui voulait faire voilà, des enseignants à un moment, c'est possible, votants, qui décide d'annoncer un programme le jour où il y a cette mobilisation. Moi, je trouve qu'elle aurait pu décaler d'une journée ou d'une semaine. Enfin, on n'attend pas tous le programme d'Hidalgo comme ça, avec impatience, même si c'est bien d'avoir un programme quand on se présente. Mais elle aurait pu attendre voilà, quelques jours et participer activement à la mobilisation des enseignants. Donc, je trouve que le timing est mal choisi. Enfin, il aurait fallu changer pour moi, très clairement. Et est-ce que tu peux nous expliquer du coup les grandes lignes du programme d'Hidalgo? Grosso modo, alors, hormis les changements qui auraient pu être faits par la Macronie, c'est-à-dire le droit de vote à 16 ans, où le numéro 2 de mon gouvernement sera un ministre pour le climat et la biodiversité, enfin on peut mettre tous les termes comme ça dépend après de la politique qu'on met dedans. On voit une augmentation du salaire minimum, très fortement. On sent qu'il y a eu la patte quand même de M. Vallot sur l'économie, qui est assez compétent dans ce domaine-là. Hein. Vous avez l'augmentation du SMIC, vous aviez l'encadrement des différentiels de salaire, vous avez le terme planification écologique, ce qui faisait référence depuis longtemps à Jean-Luc Mélenchon. Et là, c'est une réalité. En fait, on ne peut pas faire de la transition énergétique sans un minimum de planification. Parce que l'énergie dans laquelle on investit aujourd'hui, c'est celle qu'on consommera dans 20 ans. Donc il faut à un moment avoir une vision de long terme et pas de stop and go, on va dire, que ça change à chaque gouvernement. Donc il y a un certain nombre de choses comme ça. Après, moi, ce qui m'a étonné, c'est qu'on ne revient pas du tout sur des choses qui ont été mises en place par le PS, notamment par Hollande. La première chose étant, alors là, on n'en parle absolument pas, la baisse des dotations aux collectivités locales. Alors je reviens là-dessus, mais c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. C'est-à-dire que quand vous vivez dans des communes où les usines se sont cassées, où les services publics se cassent, et qu'en plus on vous baisse les dotations, vous avez moins d'argent pour le périscolaire, pour les loisirs, pour la culture, les fonctionnaires locaux et ainsi de suite. Donc là, c'est un vrai problème. Et celui qui a mis ça en place, c'est quelqu'un, la plus grosse austérité, c'est Hollande. Donc moi, la première chose que je ferais si j'étais Hidalgo, je reviendrais là-dessus. Parce que c'est ça qui permet à un moment, allez, on va dire, un équilibre. Là, les villes riches s'en sortent bien et les villes pauvres sont laissées pour compte. Donc ça, elle aurait pu revenir dessus. La loi travail numéro 1, El Khomri, pareil, on revient dessus? Non? On ne revient pas dessus.
Voilà. Donc bon, la retraite à 62 ans, genre gravée dans le marbre, c'est très bien, mais bon, je pense que là, on voit très bien, encore une fois, qu'il y a 50% des gens qui ne pourront pas faire le même emploi à 60 ans. Et on leur dit, oui, oui, c'est bien, on va aller. Bah, si on est de gauche, peut-être qu'on met ça à 60 ans, voilà. Et puis après, le CICE. Le CICE, c'était Hollande, c'est gravé dans le marbre du Parlement. On ne revient pas dessus, alors qu'on sait l'inefficacité de ces mesures. Ça n'a créé, selon plusieurs rapports en fait, de France Stratégie, que 100 000 emplois. Donc c'est rien du tout. Voilà, donc, et c'est une perte d'argent phénoménale qu'on a dû rattraper ailleurs. Elle aurait pu revenir dessus. Et tout ça est sorti de la tête de gens du Parti socialiste. Donc si elle voulait marquer une vraie rupture, elle devrait revenir là-dessus. Mais c'est ça en fait le vrai problème du PS. C'est qu'il a un héritage difficile à tenir. Et qu'en même temps, s'il enterre cet héritage, d'un point de vue économique, s'il l'enterre, ben, il justifie qu'il ne sert à rien. Donc ils sont obligés de faire un petit peu les deux, de faire de l'à peu près comme elle fait, des mesurettes à droite à gauche. Mais en réalité, moi je pense qu'elle aurait dû dire, voilà, moi, surtout qu'elle était plutôt assez éloignée du gouvernement de Hollande, elle a souvent dit ses contradictions avec Valls, etc. et Macron, donc elle aurait dû dire, voilà, moi je reviens sur telle mesure, telle mesure, telle mesure, mais derrière vous avez de la stratégie politique, en fait. Et ça, moi qui m'embête, en fait, finalement, dans tous ces politiques, c'est que c'est la stratégie qui l'emporte sur le bien collectif, quoi, en réalité. Voilà. Et qu'on pense, voilà, je dois faire ça pour me démarquer de telle personne, mais je dois montrer aussi que je suis de gauche, donc je réemploie planification écologique, j'augmente plus le SMIC que Mélenchon, mais en même temps, sur un tas de choses, je ne peux pas revenir parce que tu comprends, c'est le PS, c'est ma famille politique, je vais fâcher tout le monde, et comme je dois être un peu bien avec les 3-4% qui restent, il ne faut pas que je fasse ça. Bon, c'est très compliqué. Voilà, c'est une grande comédie, en fait, de plus en plus. Et justement, tu as commencé à le dire, mais c'est quoi les faiblesses du programme ici? Pour moi, les grosses faiblesses d'une partie en fait, du jeu politique, quel qu'il soit, c'est qu'en fait, on fait un programme en fonction des autres. Donc c'est un programme pour se différencier et se démarquer d'un autre candidat. Et ce n'est pas un programme qui a pour but de répondre aux problèmes de la société. Alors moi, je ne sais pas où vivent ces gens. En fait, moi, non, mais je ne sais pas où ils vivent, je ne sais pas qui ils fréquentent. Mais quand on est dans la vie réelle, j'ai l'impression, la vie normale, c'est-à-dire qu'on emmène ses enfants à l'école publique ou à la crèche publique. Les problèmes des gens, c'est les fins de mois difficiles. Les problèmes des gens, c'est j'ai pas ma place en crèche, comment je fais? Les problèmes des gens de l'éducation, c'est on n'a plus de moyens. Quand on va à l'hôpital, on attend des heures et on voit que l'hôpital est tabou. Quand on prend les transports, le RER B, je veux dire, il faudrait qu'un ministre des Transports le prenne 2-3 fois par jour, ou même tous les matins, qu'ils se rendent compte que comment ça fonctionne ce truc. C'est les retards accumulés, c'est les gens qui sont compressés, c'est tout ça. Et là, une fois qu'on part de là, ben, on pourrait peut-être faire un programme qui réponde aux attentes de la majorité. C'est 22 millions de Français qui ne partent pas en vacances. Vous voyez, un Français sur 3. Donc là, on peut leur dire, oui, on va mettre le droit de vote à 16 ans, c'est bien, ça amuse tout le monde, ça fait beaucoup de discussions. Mais je crois qu'eux, ils ont d'autres problèmes. Vous voyez, aujourd'hui, moi, j'aimerais bien qu'un politique, plutôt que d'être contre un autre, ou de vouloir se différencier d'un autre de gauche, bah, il s'intéresse plutôt à ce qui se passe en bas. Voilà. Et qui propose des choses pour répondre aux problèmes d'en bas. Justement, tu parles des autres. Le PS, là, en ce moment, il plane le doute sur la participation à une primaire ou non. Anne Hidalgo, d'abord, était hostile à l'exercice, puis ensuite a invité tout le monde à y participer avec elle. Maintenant, on ne sait plus. Et d'un côté, il y a 12 militants, dont l'eurodéputé Pierre Larouturou, qui ont entamé une grève de la faim pour justement que les candidats de gauche participent à une primaire populaire. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi ? Mais je pense qu'on va tous un peu mourir, mais de rire, là, parce que franchement, ça devient de plus en plus ridicule. Là, mais quand même, déjà, on ne parle que de cette primaire. Il n'y a que ça, les mecs, il faut qu'ils s'associent pour gagner. Même à l'extrême droite, ils ne parlent pas de ça, vous voyez. C'est fini, quoi. Ils déroulent leur programme. Nous, on ne parle que de ça. Donc, c'est problématique. Et même ça pollue ceux qui ne veulent pas faire la primaire. Ça pollue Yannick Jadot, ça pollue Jean-Luc Mélenchon qui essaye de faire des propositions et qui ne veulent pas faire ces primaires. Donc c'est un peu, voilà, je trouve que c'est un peu ridicule. Et puis là, on va vraiment très loin dans le ridicule, quoi. C'est-à-dire là maintenant, oulala, après la gauche du cœur, c'est la gauche du corps, il faut souffrir, il ne faut plus manger. Enfin, Larouturou, il n'est pas tout jeune, hein. Il ferait mieux de faire attention. Il a embarqué là-dedans la fille de Monsieur Essel, grand homme, qui avait écrit Indignez-vous. Donc moi, tout ça, c'est du cinéma. C'est du cinéma. On va faire ça, la grève de la faim. Il a fait quelques médias grâce à ça, c'est très bien. Voilà, union de la primaire des gauches sur quel programme, sur quoi? Enfin, on ne sait pas. Si c'est gagner pour gagner, on fait cette grande alliance. Je ne suis pas sûr, moi, qu'on puisse additionner tout. Parce qu'il y a des gens du PS qui voteront jamais pour Mélenchon. Moi, j'en ai connu plein. Vous savez, moi, même quand j'avais créé ce micro-parti, je n'osais pas poser cette question à la fin à tous mes cofondateurs. C'est un deuxième tour Macron-Mélenchon, vous voteriez pour qui? Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui auraient voté pour Macron, vous voyez. Donc c'est ça. Et là, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ne voteront jamais pour Mélenchon. C'est-à-dire ils iront avec Macron. Du PS, ils iront avec Macron. Et une grosse partie des gens de l'extrême gauche n'iront jamais voter. Ils s'abstiendront. Ils s'abstiendront, tout simplement. C'était possible à un moment
où il y a eu une cassure très forte dans la social-démocratie, avec Valls qui est passé, et les frondeurs, où là on aurait pu reconstituer autour d'un vrai programme un peu plus à gauche une addition, c'était en 2015. Aujourd'hui, on est en 2022, ça fait 7 ans, ça n'a jamais eu lieu, les gens se détestent, entre eux ils se détestent tous, donc ça ne sert à rien, tout ça c'est du cinéma. Merci Thomas. Nous sommes en route vers la campagne présidentielle pour vous apporter une information différente et engagée pour comprendre et nous donner des armes face à tous les discours environnants autour de nous. Et si nous pouvons être là, c'est parce que vous avez répondu présent à la suite de notre campagne de mobilisation de fonds de fin d'année. Merci beaucoup. Et bien entendu, vous pouvez toujours participer et soutenir notre travail, soit en nous faisant un don sur la plateforme OKPAL, soit en devenant sociaux ou abonnés en allant sur lemediatv.fr/soutien. On attend vos partages, vos petits pouces en l'air sous la vidéo. Merci à vous d'avoir suivi cet instant Porcher. Spectateurs, abonnés, donateurs et sociaux, je vous dis à la semaine prochaine.